Bienvenue dans le 56cast, 49e du nom, et désolé pour cette interruption momentanée des programmes. Presque pas trop dépendant de notre volonté, mais bon, hein, on faut chier un petit peu quand même. Mais bon, on reprend les affaires, on revient, et cette semaine, nous allons parler de neutralité du net, de l'offre légale du côté de du CNC, et d'or, de blanc, de noir, de bleu... De rouge, de vert, non? Non. D'une robe. Et si moi je la vois rouge et verte? On va pas y arriver comme ça. Voilà, pour le programme, et de quoi on ne va pas parler, Camille. Bonjour Camille, bonjour Camille. J'ai oublié de dire bonjour. On va pas parler de Canal+, qui est un sale pirate. Ah, c'est bien. D'après Copy France, Moi, je me rappelle, les décodeurs pirates à l'époque, c'était bien. Enfin, non, c'était pas bien, mais voilà, je me rappelle. La société Copy France est en fait la société qui est chargée de récupérer la redevance copie privée et de la redistribuer ensuite aux gens à qui ça va. Et en l'occurrence, elle accuse Canal+ de lui devoir 10 millions d'euros pour copie privée non payée. Parce que, en fait, le problème des décodeurs de Canal+, c'est qu'ils ont bridé la mémoire du décodeur pour avoir à payer moins de copies privées. Et ils disent, eux, qu'on peut greffer un disque dur externe. Mais enfin, tu vois, ils ont fait un petit décodeur avec un gros disque dur externe que tu peux greffer dessus, donc c'est un disque dur externe, donc c'est taxé à 18 € de copie privée. Et Copy France dit non, c'est taxé à 45 € parce que comme votre décodeur externe est compatible uniquement avec votre décodeur Canal+, et ben c'est comme si c'était interne. 10 millions d'euros, ça fait beaucoup. D'accord, et Canal+, bizarrement, n'est pas d'accord. Photoshop, vous connaissez, ça, il vient de fêter ses 25 ans. Et le saviez-vous, il a failli s'appeler Image Pro ou Photo Hut. Oh, ça c'est une pizza aussi. Ouais. Et le saviez-vous, avant d'intéresser Adobe, Photoshop a été distribué à 200 exemplaires avec des scanners. Alors c'était rigolo parce qu'ils ont réussi à draguer donc en premier une marque de fabricant de scanners, et ils ont envoyé ça aux utilisateurs pour qu'une fois que tu as fini de scanner ton image photo argentique, tu puisses la traiter à l'ordinateur. Ça s'appelait Barney Scan XP. Ah, ils auraient dû garder... Non, ils auraient pas dû garder... Non, c'est bien. Photoshop, c'est très bien. Twitter est parti en guerre contre l'État islamique et annonce avoir supprimé à l'heure actuelle plus de 20 000 comptes pro-djihadistes. Résultat, l'État islamique, qui est un tout petit peu, susceptible, appelle les djihadistes à tuer les employés de Twitter, et en priorité son fondateur, Jack Dorsey. Sympa. Ouais. 72,2% des internautes ont regardé des programmes en télévision de rattrapage en 2014, selon une étude du CNC parue il y a quelques jours. La télé de rattrapage, c'est donc soit sur l'ordinateur, sur les sites des chaînes, soit via la box de ta télé directement, soit sur ta tablette, soit sur ton smartphone. Et ce qui marche le plus, c'est donc en numéro 1, le divertissement, avec nos grands gagnants, The Voice, Plus belle la vie et Secret Story. Attention, il y a du niveau. Secret Story qui existe encore. Moi je viens de le découvrir. Oui, je crois que c'est la 7. Ouais, ah oui, d'accord. Je crois. Et après, en deuxième place sur le podium, la fiction. En troisième place sur le podium, les programmes jeunesse. Chez moi, c'est la première place, les programmes jeunesse, les lapins crétins, Choupi, tout ça. Et en troisième, Secret Story seulement. Non, même pas. Google a acheté l'extension de nom de domaine, le nom de domaine .app, A2P, pour appli, évidemment. Et il a quand même raqué 25 millions de $. Il s'était déjà offert le .doc, le .android ou le .free. Mais 25 millions, c'est très cher. Amazon, par comparaison, n'a payé que 5 millions de $, j'aime bien le que 5 millions de $, pour le .buy. Buy, c'est acheter en anglais. Ouais. Quand même, tu peux penser que ça aurait été super demandé, quoi. Ouais, et puis en même temps, je n'arrive toujours pas à comprendre... Je crois que depuis 2002 ou 2003, j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens ils se battent pour acheter des noms de domaine. Alors en plus, se battre pour acheter des extensions, je comprends vraiment pas. Mais je pense qu'il y a moyen de se faire beaucoup de fric, non? En les revendant après. Ouais. Peut-être parce qu'il y a des gens qui sont intéressés, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi les gens sont intéressés par avoir une extension ou un truc spécial. Pour après revendre les noms de domaine. Tu sais, nous on voulait acheter le .godwin, comme ça après, tous les gens qui veulent ouvrir un site internet en .godwin, ils payent leur abonnement à nous. Eh ouais, business. Et puis ça serait pas 12 € par an, je peux te dire. Ouais, mais ça il faut qu'on le garde pour nous. Ouais, pas qu'on le dise à la télé. Et donc, oui. Et la traditionnelle non-news dont on a lu que le titre est On n'a rien compris, Mirantis intègre Docker dans Google. Bravo Mirantis. Peut-être qu'on le verra apparaître dans Google. Et j'ai aussi une news très private, mais c'est important de le dire, Tipeee Fluffy, merci. Ah, tout ça.
On passe à l'actu. L'actu, c'est donc une bonne nouvelle, a priori une très bonne nouvelle. C'est la neutralité du net qui a gagné un petit peu des galons, en tout cas aux États-Unis. Ouais, aux États-Unis, c'était la semaine dernière, la Federal Communications Commission, La FCC. Ouais, voilà, la Commission fédérale des communications, la FCC, a voté à 3 voix contre 2, et il y a beaucoup de monde là-dedans, une nouvelle réglementation qui en fait reclassifie l'Internet haut débit en service de télécommunication. Avant, je ne sais pas trop ce que c'était. C'était un service d'information. D'information, oui, voilà. Bah, bravo, tu t'es mieux renseigné que moi. Et ça permet en fait de faire appliquer le principe d'égal accès de tous au réseau, c'est-à-dire la neutralité du net. Alors, le principe de la neutralité du net, rembobinons. Parlons du principe de la neutralité du net. Ça a été établi par Tim Wu, qui est un universitaire, en 2003. C'était que, grosso modo, en fait, ça existait évidemment avant, parce que ça a été vraiment un des piliers du réseau Internet de sa constitution. C'est que Internet, ce ne sont que des tuyaux et il est absolument... les fournisseurs de tuyaux n'ont pas à regarder ce qui passe dans leurs tuyaux. Ils ne fournissent que les tuyaux et grosso modo, ils n'ont pas à discriminer les informations qui passent ni en fonction du destinataire, ni en fonction de l'expéditeur, ni en fonction de la nature des données qui passent. Donc les tuyaux sont stupides. C'est la base du truc, les tuyaux sont stupides. Voilà, ils se contentent de faire passer ce qu'il y a dedans. L'exemple concret aux États-Unis, en l'occurrence, c'est par exemple que Netflix, qui fournit beaucoup de vidéos HD à ses abonnés, utilise donc beaucoup de bandes passantes et les fournisseurs d'accès tirent la gueule parce qu'ils doivent fournir des infrastructures à la hauteur pour que ça puisse aller vite sur l'ordinateur des gens. Et les fournisseurs d'accès ont négocié avec Netflix un accord commercial pour que ça passe plus vite. Voilà, surtout que maintenant Netflix est en HD et que Netflix voulait absolument que ses abonnés, qui payent $10 par mois à peu près, et un accès rapide, lancent le film et voient le film tout de suite. Et ça veut dire que de l'autre côté, les fournisseurs d'accès qui n'ont pas les moyens de payer des plus gros tuyaux et un accord avec Netflix, chez les utilisateurs finaux, t'as un accès plus lent. Ou pas, parce que finalement, on voit que cette idée des tuyaux, des fournisseurs de tuyaux, de faire payer plus les fournisseurs de contenu, c'est aussi complètement antinomique avec le fait qu'ils font payer un abonnement à leurs usagers. Quand tu payes un abonnement à Internet, en France, que ce soit SFR, Bouygues, Orange, Free, et ben tu payes, en plus ils le mettent en gros sur leur titre, sur leur pub, c'est 1 gigabit, 10 gigabits, 100 mégabits et tout ça, haut débit, très haut débit, tout ça, ça va être super rapide. Et finalement, on paye 30 € ou 40 € par mois chez ces fournisseurs d'accès pour avoir accès à l'information vite. Et eux, de leur côté, ils disent « Ah bah donc on vous fournit l'information vite, mais on va faire en plus payer aux gens qui diffusent l'information parce qu'ils veulent utiliser cette bande passante qu'on vend déjà. » Et donc c'est ça ce que les défenseurs, en tout cas de la neutralité du net, expliquent, c'est qu'on ne peut pas faire payer des deux bouts. Il y a déjà les usagers qui payent et après, bah voilà, vous débrouillez pour acheminer l'information que veulent les usagers. Ils ont beau dire que ceux qui n'ont pas passé d'accords commerciaux n'ont pas un accès dégradé, mais qu'ils ont juste l'accès rapide normal, alors que les autres ont un accès super rapide prioritaire, ça reste quand même un Internet à 2 vitesses. Exactement. Et c'est ce qu'expliquait super bien l'animateur John Oliver dans Last Week Tonight, une émission qui passe sur HBO, tu crois. Ouais. Il y a quelques mois, il expliquait ça super bien. Ending net neutrality would allow big companies to buy their way into the fast lane, leaving everyone else in the slow lane, although telecom companies would prefer that you put it in a slightly different way. When you say fast lane and slow lane, it's a good illustration, but what you really should be talking about is a fast lane for everybody and a hyperspeed lane for others. Bullshit! If we let cable companies offer 2 speeds of service, they won't be Usain Bolt and Usain Bolt on a motorbike. They'll be Usain Bolt and Usain bolted to an anchor. And telecom companies will say they would never slow down a website speed in order to get more money out of them. But let me tell you a little story. Recently, Comcast was negotiating with Netflix. This graph shows Netflix download speeds on various providers. That black line plummeting downwards was their speed on Comcast during the negotiation. See if you can guess when Netflix agreed to Comcast demands. I'll give you a hint. It's right there. That has all the ingredients of a mob shakedown. Now, Netflix, nice show about life in a ladies' prison. Such a shame if there was going to be something happen to your connection there.
So frustrating that would be. C'est brillant. On vous incite évidemment à regarder la chronique de John Oliver en entier. Elle est passionnante. C'est peut-être depuis Benjamin Bayard et sa conférence sur le Minitel 2.0, Benjamin Bayard qu'on avait reçu ici de la FDN et de la Quadrature. C'est peut-être ce qui s'est fait de mieux comme explication sur ce qu'est la neutralité du net. Et alors en fait à la fin de cette chronique, il demandait aux téléspectateurs d'envoyer des mails, notamment à leurs représentants, à la FCC, je crois, directement à l'époque, et c'est peut-être ce qui a aussi influé la décision de la FCC. Oui, parce que il y a des dizaines de millions de gens qui ont compris tout d'un coup ce que c'était que la neutralité du net et pourquoi c'était important. Et ça a fait un gros réveil. Donc en fait, maintenant, avant la FCC était plutôt pour les accords commerciaux, et elle a un petit peu changé d'avis depuis 2014, et aujourd'hui, elle a interdit aux opérateurs de ralentir le débit en fonction du contenu et de mettre en place des voies rapides moyennant finance. Alors les grands opérateurs ont bien sûr déjà annoncé leur intention d'attaquer en justice cette réglementation, et Verizon, donc un fournisseur d'accès à Internet aux États-Unis, a fait son gros troll en envoyant un communiqué de presse en morse pour signifier que c'était une loi des années 30. Je ne vois pas le rapport avec les années 30. Non. Non. Non, il y a pas. Mais c'est vrai que de toute façon, la FCC, que tu disais, elle était plutôt favorable aux accords commerciaux. Ça n'a pas toujours été le cas. Ils ont aussi défendu la neutralité du net. Puis ça a été attaqué par Verizon ou AT&T, je sais plus. Mais il y a des allers-retours comme ça. C'est une bataille de lobby absolument immense qui est pas terminée, sachant que la neutralité du net a le soutien, en tout cas pseudo-officiel, de Barack Obama et des démocrates, sauf que ça va passer au Congrès américain, qui est en majorité républicaine et qui, eux, sont plus sensibles au lobby des télécoms. Enfin voilà, donc c'est pas tout à fait gagné quand même. Et alors pour rappel, par chez nous, donc on a notre secrétaire d'État au numérique, Axel Lemaire, qui s'est déclaré favorable à l'inscription de la neutralité du net dans la loi, à titre personnel. Ce qui n'engage pas grand-chose. Rien dire, les ministres à titre personnel, ça veut peut-être dire presque l'inverse en fait. Mais la situation n'est pas vraiment pareille chez nous en fait. Et voilà, la situation en France n'est pas vraiment pareille, parce qu'aux États-Unis, quand on parle de neutralité du net, on parle d'une bataille entre finalement deux types d'acteurs américains, les fournisseurs d'accès et les fournisseurs de contenu qui sont Netflix, Google, avec YouTube ou Facebook. Ce ne sont que des acteurs américains. Alors qu'en France, le problème, c'est que nos géants français, ceux dont nous sommes très fiers et qui donnent des milliardaires à n'en plus finir, ce sont les fournisseurs de tuyaux, ce sont Free, Orange, Bouygues, SFR, etc. Et les fournisseurs de contenu, eux, ils restent américains, parce que finalement, c'est YouTube ou Netflix qui vient d'arriver qui prennent les tuyaux. Donc en fait, ça devient une bataille entre nos entrepreneurs français et les grands méchants américains. Et les GAFA, ces grands méchants. Google, Amazon, Facebook, Apple. Exactement. Et c'est vrai que les ministres, notamment de la culture ou du numérique, ont bien du mal à défendre un principe fondamental d'Internet, parce que c'est un principe fondamental d'Internet, mais que finalement les lobbies en France disent oui, mais c'est un principe fondamental, mais qui est établi par les Américains, les méchants Américains qui veulent conquérir le monde. Bref, vous voulez quand même pas que ce soit les Américains qui fassent la loi, hein? Non, mais voilà, donc la neutralité du net qui est, au niveau du Conseil de l'Europe, en tout cas, défendu. Alors, je ne sais plus si c'est le Conseil de l'Europe, l'Union européenne, la Commission, enfin bref. Au niveau de l'Europe, il y a des choses qui défendent la neutralité du net, mais c'est loin d'être gagné. Et la France s'oppose à ces décisions européennes. Donc, c'est pas gagné ici. Ouais. Voilà. À suivre, hein, comme on dit. À suivre. La virgule, what the fuck. Oui. On est très Commission européenne ce matin. Oui, très Europe. His leather jacket is made of skin from German shepherds. Even his wife is smoking hard, like a playmate from the 80s. He doesn't negotiate, he simply kicks ass. He wants us on our knees, and we cannot resist him. Because he's so totally 100% Voilà, donc ceci est un clip allemand
Si. Tiré de l'émission satirique hebdomadaire Néo Magazine Royal qui passe sur la chaîne ZDF Néo et qui est donc à la gloire de Yanis Varoufakis, le ministre des Finances grec, qui est une sorte de sexe symbole. Voilà. Ça bossait chez Valve. Enfin bon, bref, c'est qui a étudié l'économie du jeu vidéo et qui est passé de l'ombre à la lumière d'une manière assez brutale en étant nommé ministre des Finances. La lumière des flammes de l'enfer. La lumière des flammes de l'enfer. Mais le sketch est très très drôle. La deuxième actu de ce 56cast, c'est l'offre légale. On connaissait le moteur de recherche de l'Adopi, qui avait été présenté. Le projet de moteur de recherche. Si seulement il existait, ça serait le meilleur site du monde. Mais il est... Et là, on a tout à fait autre chose, ça n'a rien à voir. C'est le ministère de la Culture qui lance ça avec le CNC. Et ils appellent ça Service de référencement de l'offre de films en ligne. On n'arrive pas à faire plus court, c'est un peu chiant. Moi, je propose de lui donner un nom, tout simplement. Ça a été lancé le 28 janvier. Et en fait, l'idée... Le SROFLE. Le SROFLE ? Ah ouais, le SROFLE. C'est pas mal. Le SROFLE. Le SROFLE. Et depuis le 28 janvier, en fait, le but, c'est que les internautes, bons dans leur cœur et dans leur âme, puissent suivre les chemins de la légalité. Parce que quand ils cherchent un film sur Google ou quand ils cherchent une musique, eh ben, ils vont tomber sur des offres légales au lieu de tomber sur je vous propose d'aller sur dlstream.net. Et donc l'idée, c'est qu'ils ont référencé 25 000 films. Ils en ont trouvé 10 000 disponibles aujourd'hui en vidéo à la demande. C'est pas beaucoup, mais c'est un début. Comment ça marche ? Tu vas sur vod.cnc.fr, tu cherches le nom du film que tu veux voir légalement parce que tu es honnête, comme ceci. Nous tapons par exemple Les Combattants, parce que ça a eu l'Oscar du meilleur premier film et il paraît que c'est bien, alors on veut le voir. On regarde les résultats, on dit « Ah oui, c'est ce film, je reconnais l'affiche ». On clique dessus et là, il te montre partout où c'est disponible en VOD. Et tu dis par exemple « je vais aller le voir chez Orange, parce que ça m'inspire confiance ». Alors je clique sur « Acheter chez Orange ». Et en fait, tu te rends compte que non, tu peux pas l'acheter chez Orange, tu peux seulement le louer. C'est de l'arnaque. Mais c'est pas grave quand même, c'est de la VOD et c'est légal, donc t'es content. En fait, ça... c'est le moyen le plus simple d'accéder au moteur de recherche si tu veux faire plein de petits essais pour l'essayer. Il faut aller sur, je répète, vod.cnc.fr. Bah ça va, c'est pas pire comme adresse. Hein. Non, c'est pas pire, mais tu y vas pas. Non, tu y vas pas. Non. Parce que, en fait, c'est pas vraiment le but. Eux, leur but, c'est d'aller chercher des internautes où ils sont déjà, c'est-à-dire sur Google. Donc ils expliquent. Ils ont fait une petite conférence de présentation et l'un des responsables de ce moteur de recherche, c'était Fabrice Bacouche, directeur de cabinet du ministre de la Culture, expliquait on est parti du point de vue de l'utilisateur. Donc celui-là, l'utilisateur est sur Google, il tape un titre de film et qu'est-ce qui apparaît dans les résultats ? Il y a Allociné, Télérama, Sens Critique et Wikipédia, et Première, et des sites comme ça. Et donc, il faudrait que l'offre légale, elle soit là. Alors, ils ont fait « Allô, Wikipédia, vous voulez bien mettre des liens vers l'offre légale sur vos fiches films ?» Wikipédia a dit « Ah, lol !» Donc, ils sont allés voir les autres sites, et les autres sites ont dit oui. Donc là, aujourd'hui, ils ont 4 partenaires, Allociné, Première, Télérama et Sens Critique. Et en fait, sur les fiches films de ces 4 sites, maintenant, on a un bouton « Voir le film », et quand on clique dessus, on a ça, la liste des sites sur lesquels c'est disponible. Des fournisseurs qui proposent ce film-là en VOD. Alors, il y a 12 partenaires pour l'instant, enfin 12 plateformes de VOD qui sont dedans. Il y a Arte, Vidéo Future, Canal+, TF1, France Télévisions, que des trucs français. Tu trouveras pas Netflix, tu trouveras pas Mubi, tu trouveras pas iTunes, parce que ils leur ont même pas demandé en fait. Ils disent ils se sont pas manifestés, mais est-ce qu'ils sont même au courant de ce que vous faites? Non, ils sont pas allés démarcher. Le but en fait c'était d'aller très vite, d'après ce qu'on a compris. Bah, c'est vrai que c'est un projet qui s'est déployé en 5 mois. Enfin, champignon, exactement. Ça a duré 5 mois parce qu'en fait ça a commencé l'été dernier quand le distributeur Jean Labadie du Pacte a fait tout un barouf en plein été alors que tout le monde était en vacances. Sur Libération, en disant que l'Adopi ne glandait rien, que la ministre de la Culture, qui était alors Aurélie Filippetti, faisait preuve de laisser-aller, qu'on faisait rien contre le piratage et que la situation était catastrophique et qu'il fallait se bouger les fesses. Et donc là, panique au ministère de la Culture qui va quand même pas se laisser accuser de piratage. Ok, on fait un moteur de recherche de l'offre légale. L'Adopi est en train de plancher dessus depuis des mois. Ils n'allaient pas commencer à bosser ensemble pour que ça aille plus vite. Non, ils ont fait leur propre moteur de recherche de leur côté. Surtout que là, pour le coup, le producteur du cinéma, et c'est arrivé quelques semaines plus tard avec le grand boss de... Comment il s'appelle là, le grand boss du cinéma là, qui a fouetté l'Adopi en fait. Seydoux. Oui. Seydoux. Enfin, c'était une ambiance Seydoux. où le cinéma, il y avait une défiance totale du milieu du cinéma envers l'Adopi. Oui. Donc c'est vrai que pour le coup, l'Adopi s'est fait complètement
pratiquement placardisée. Oui, non, mais c'est vrai que l'Hadopi n'a pas beaucoup d'actualité au quotidien. Elle envoie ses mails d'avertissement. Les ayants droit n'ont pas l'impression que ça ait grand effet. Et pendant ce temps, l'Hadopi n'arrête pas de sortir des études et de dire comment on pourrait faire pour qu'on assouplisse peut-être un peu tout ça, que les internautes aient le droit de partager en échange de conditions et tout ça. Et ça, mais ils n'aiment pas du tout, le mot horrible, ils ont dit le mot partage. Et il faut savoir que les ayants droit... Puis ils ont dit, on n'a qu'à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus moderne. Et puis, faut pas, quoi. Non, faut pas être si moderne. on pouvait juste garder le même système qu'avant. Enfin, bref. Donc l'industrie du cinéma a gueulé très fort l'été dernier et du coup il a fallu faire un moteur de recherche très vite. Et là aujourd'hui ils sont contents d'avoir un moteur de recherche qui fonctionne sur 4 sites qui à eux 4 cumulent 15 millions de visiteurs par mois et en plus le CNC c'est ce qu'ils appellent un tiers de confiance puisque apparemment, enfin moi ce que je comprends c'est que l'Hadopi n'est pas un tiers de confiance auprès des lobbies du cinéma. Ouais. Alors le but c'est que dans les prochaines semaines il y ait ensuite des séries télé puis aussi des documentaires sur ce moteur de recherche puis des courts-métrages et puis la suite on verra plus tard. Et tout site ou blog, même amateur, qui veut rajouter ce petit module pour dire chercher ce film en offre légale. C'est une API, on peut le rajouter. Il y a le petit bout de code sur vod.cnc.fr. Pour savoir le voir. Alors l'aspect étonnant, c'est que c'est un petit bouton où on n'a pas de commission en fait. C'est financièrement, il n'y a pas de commission qui est reversée aux gens qui ont amené les internautes vers ce site. Ce qui est un modèle économique un peu étrange, mais pour l'instant, ça marche. Mais le principe, c'est que c'est juste la moindre des choses que tu remettes les gens dans le chemin. Hein, tout le monde. Et puis qu'on enrichisse uniquement les acteurs français qui sont partenaires. Bon, l'offre légale, c'est bien, mais il faut parler des choses importantes, Camille. Parce qu'il y a une robe. Oui. Et c'est le potager du web. Oui. On était vendredi, je sais pas si tu te souviens. Si, je me souviens. J'ai fait passer un hashtag, j'ai pas compris, j'ai cliqué. Ouais. Il y avait un peu le feu sur Twitter, tout le monde ne parlait que de ça. Tu comprends pas où t'arrives. Il y avait une robe. En fait, c'est une blog. Non, mais c'est difficile à expliquer pourquoi t'arrives là. En fait, vous êtes déjà au courant, donc on vous refait le film. Hein, vous avez déjà été confronté à ça. Il y avait des gens qui étaient team blanc et or, il y avait des gens qui étaient team bleu et noir. J'ai cru que c'était un nouveau Pokémon, pas du tout. C'était juste des fringues. C'était juste une robe sur Tumblr. C'était elle. Voilà. C'était elle. Eh bien, cette robe postée par une Écossaise nommée Swift sur Tumblr, elle disait « Les gars, aidez-moi, cette robe est-elle blanche et dorée ou bleue et noire ? Mes amis et moi, on n'arrive pas à se mettre d'accord et on balise grave. » Et en fait, tout Internet a balisé grave parce que la moitié des gens pensent qu'elle est blanche et dorée et la moitié des gens pensent qu'elle est bleue et noire. Et il y a une sorte d'incompatibilité, c'est-à-dire que ceux qui sont d'un côté n'arrivent pas à comprendre, à saisir pourquoi les autres voient quelque chose de différent. Oui, mais c'est ça qui est flippant, c'est que tu n'arrives pas à t'entendre avec l'autre, tu peux pas lui expliquer, mais si, regarde, parce qu'à tel endroit, on voit bien qu'il y a un reflet, je sais pas quoi, c'est tout ou rien, quoi. Soit c'est évident pour toi que c'est d'une couleur, soit c'est évident pour toi que c'est de l'autre. Et alors du coup, il y a eu des teams qui se sont formés quand Taylor Swift, Kim Kardashian et tout ont commencé à dire comment elles la voyaient. Du coup, tout Internet a été au courant, et puis... Qui ont chacune 12 milliards de followers, donc forcément... C'est ça, et du coup, c'est arrivé aux 20h de TF1, ça a fait tous les articles de partout. BuzzFeed a fait un sondage très intéressant, ça c'est un des grands trucs scientifiques à propos de la robe, parce que tout le reste n'est que bullshit. Sur 3,4 millions de votants, 68% des gens la voient blanche et dorée, comme nous. Formidable, mais ce qui veut dire qu'il y a 3,4 millions d'internautes qui ont pensé qu'il était pertinent de répondre à un sondage sur la couleur de la robe. Mais bien sûr, pourquoi tu l'as pas fait ? Non, mais c'est important de savoir. Non, c'est important, oui. Non, parce qu'à un moment, on se faisait accuser, la team blanche et dorée, d'avoir des problèmes de vision et que les gens à la vision parfaite la voyaient bleue et noire. De fait. Donc je voulais quand même, c'était bien de prouver quand même que c'est à peu près équilibré, tu vois. Ouais. Donc nous, on la voit blanche et dorée, on est d'accord, on est team dorée, hein, comme ça là. Mais voilà. Elle est comme ça, la robe. Est-ce qu'elle est noire et bleue, hein ? Non. Que d'éclat. Je n'ai jamais rien vu de si radieux. Que vous êtes belle, ma fille. Êtes-vous contente ? Je le suis, mon père. Donc, blanche et dorée. Ouais.
des sites ont tenté des explications scientifiques sur pourquoi on ne le voyait pas pareil. Alors ils ont interviewé des ophtalmologues, ils ont interviewé des neurologues, ils ont dit que ça dépendait de la vision, de la qualité de tes yeux, si t'étais myope, si t'étais hypermétrope ou si t'avais mangé beaucoup de Nesquik quand t'étais petit. Et en fait, ils ont essayé de... Ils ont essayé de retoucher la balance des couleurs, mais c'était un petit peu de la triche, parce que dans ce cas, tu peux aussi la faire paraître jaune et verte si tu veux. Ils ont essayé de retoucher l'exposition, c'est un petit peu de la triche aussi, parce que si tu baisses la lumière de la photo, elle est bleue et noire. Si tu l'éclaires plus, elle est blanche et dorée, mais ça veut rien dire. Nous, la question, c'est quand elle est au milieu, qu'est-ce qu'elle est? Et en fait, la preuve que c'est une question d'éclairage, elle vient de cette vidéo. It actually looks just like this, black and blue. Now I'm being lit from the front, but if you wanted it to look like a different color to a different person, you would change the lighting. Like, here. If I'm lit from the back, yeah, there, much more white and gold. Just change the lighting, changes the color. Non, c'est un magicien, je me Mais fous de ta oui, gueule. on le connaît bien, évidemment. Il s'appelle Justine Flom, merci pour ce trolling. En fait, la vraie explication, c'est qu'on voit les mêmes couleurs. Il n'y a pas de doute là-dessus, sauf qu'on l'interprète différemment dans notre tête parce qu'on comprend bien que la photo est mal éclairée et du coup on compense intellectuellement, mais pas de la même façon. Mais c'est ça qui finalement a pourri le débat dès le départ, Oui. c'est que personne ne comprenait que tout le monde voyait les mêmes couleurs. C'est-à-dire que y a Adobe qui a fait sa pipette Photoshop, oui, voilà. pour machin. Tout le monde était d'accord. Les couleurs sont bien là et Exactement. tout le monde voit les mêmes couleurs. Sauf que le cerveau interprète l'éclairage pour quand les gens la voient noir et bleu, c'est le cerveau interprète d'une manière automatique l'éclairage et compense l'exposition pourrie de la photo. Oui, parce que la photo est manifestement à contre-jour, à l'intérieur d'une pièce éclairée, on ne sait pas trop si c'est au néon, à l'ampoule traditionnelle ou je sais pas quoi. Ça fait des couleurs de température, des températures de couleurs différentes. Et du coup, si tu penses que la photo est sous-exposée, donc qu'elle n'est pas assez éclairée, eh ben, tu te dis que c'est du blanc et doré qui a un peu tourné et viré au bleu et au brun. Alors que si tu penses que la photo est surexposée, eh ben, tu te dis que c'est le noir qui a été chauffé jusqu'à devenir doré et le bleu qui a été éclairci jusqu'à devenir bleu clair. Sauf que finalement, tu ne te dis pas ça, c'est ton cerveau qui automatiquement interprète les images. Tout ça est automatique, et toi, tu dis, bah non, elle est bleue et noire. Alors qu'on voit les mêmes couleurs. Et c'est ça que moi, j'ai eu du mal à comprendre. Ouais. Mais il y a une chaîne qui s'appelle ASAP Science qui fait tout le temps des vidéos où ça parle trop vite, mais qui est par ailleurs très intéressante, qui l'a assez bien expliqué en animation. It's a phenomenon known as color constancy. Take this cube, for example. The middle square on the top appears to be a shade of brown, while the one on the side looks much more orange. But in actuality, they're both the exact same color. We promise we haven't cheated here or done any trick photography. Instead, our brain looks at the context, sees a shadow, and instantly thinks, c'est parce qu'on voit l'ombre que du coup on compense dans notre tête et qu'on l'imagine so plus the brain claire. compensates and interprets the square as lighter than it appears. Et c'est pareil avec la photo. Le cerveau réinterprète tout, en fait. Oui, selon le contexte. Mais sauf que là, comme on a du mal à connaître le contexte de la photo parce qu'elle est juste pourrie, en fait, bah, on comprend pas bien à quoi ressemble la robe en vrai. Il y a quand même la grande question, c'est qui a raison? Bah oui, à quoi elle ressemble en vrai? Parce qu'elle existe vraiment, cette robe. Eh bien, elle est en vente sur Amazon. Sa marque, c'est Roman Originals. Elle a un site internet. Et la réponse est... Voilà. Elle est bleue et noire. J'étais très, très, très déçue. Surtout, en plus, elle est pas belle, je suis désolée. Alors, bien sûr, elle a été en rupture de stock immédiatement, mais le site a annoncé fièrement qu'ils en ont de nouveau. Donc, c'est la robe. C'est étrange. C'est la robe maintenant qu'il faut absolument avoir dans une soirée geek. On ne se déguise plus en Nyan Cat, on met la robe blanche et dorée. Je suis sûr qu'à Japan Expo, il va y avoir des gens en robe. J'espère. Donc, on a le site officiel, je crois. Voilà, The Dress, c'était le hashtag officiel sur Twitter, now back in stock. Et je voudrais juste dire un petit truc avant de clore le sujet, maintenant qu'on avait tout compris scientifiquement et qu'on avait la vraie couleur de la robe. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Il y a deux robes.
Il y a 2 robes. Tu en conclus ce que tu veux. C'est horrible. Si on avait eu le temps, on aurait parlé du kit anti-suicide de Facebook, grosso modo, voilà. Mais ils ont... Grosso modo, quand tu vois quelqu'un, un ami qui dit « Ah, je vais me pendre », eh ben, tu signales son message à Facebook. Facebook a formé ses employés pour qu'ils sachent quoi faire dans ces cas-là. Et alors, ils font 2 choses. Une, ils envoient à la personne concernée... apparemment, ils l'empêchent de continuer à voir le flux de ses amis, parce que peut-être qu'elle est harcelée par ses amis et que ça va pas lui faire du bien. Ils lui envoient un message pour lui dire d'appeler un centre de prévention du suicide. Et aussi, ils lui disent vos amis s'inquiètent pour vous, vous devriez leur parler, prenez contact avec vos amis. Bon, moi, je me demande s'il faudrait pas peut-être aussi, je sais pas, prévenir les parents, passer un coup de fil à quelqu'un avant qu'il soit trop tard. Mais c'est un premier pas, quoi. Voilà. Et ça va être généralisé dans l'année. C'est une des problématiques où Facebook était... Enfin, c'est ça, quand tu as 1,4 milliard, quand tu as le quart des gens sur cette planète qui sont sur Facebook, forcément, tu dois gérer ce genre de choses. Et puis, on termine forcément par des poils. Ouais. Ouais, vous l'avez sans doute déjà vu 10 fois, mais je m'en fous, je la passe quand même. C'est une valeur sûre. Ah ouais. Non, c'est une valeur sûre. Enfin, je veux dire, je pense que... À la bourse mondiale des bêtes à poils, je pense que tu vois, il n'y a jamais de crise pour le panda roux. J'en veux tellement. Ah ouais, c'est quand même une superstar. C'est les pandas du zoo de Cincinnati aux États-Unis. Formidable. Merci. Cool. C'était cool. Merci à toi. On se retrouve pour le coup très vite ici sur No Life et sur Libération.fr, bien sûr. Ciao. Salut.